BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans ce Tech Co, la quotidienne exceptionnelle. En ce jeudi, nous sommes ici à Station F à l'occasion de l'AI Pulse, un rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle. Et il va en être question, bien évidemment, durant ces 90 minutes, dans les télécoms, la robotique, mais aussi la voix. Merci d'être là, bienvenue dans ce Tech Co. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, et pour débuter ce Tech Co depuis Station F et depuis ce rendez-vous AI Pulse, quoi de mieux que de recevoir la patronne, en fait, la directrice générale déléguée du groupe Iliad. Aude Durand est avec nous. Bonsoir Aude. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici, parce qu'on est chez vous ici. À la fois, vous êtes, je le disais, la patronne de Iliad, enfin directrice générale déléguée plus précisément, mais vous êtes aussi la présidente de Scaleway qui organise ce rendez-vous. Et AI Pulse, Aude, première question. Où sommes-nous ici et pourquoi ce rendez-vous? Alors, nous sommes à Station F. Station F qui est donc le plus grand incubateur de start-up au monde. On le voit, ça grouille de monde ici. Mais ça grouille tout le temps de monde ici, c'est ça qui est incroyable. Oui, mais c'est un lieu très emblématique et qui correspond très bien à ce que nous souhaitons organiser quand nous montons AI Pulse. L'objectif, c'est un événement qui va se situer au juste milieu entre les événements extrêmement techniques comme les salons NeurIPS qui se déroulent en ce moment, qui sont vraiment accessibles uniquement à des chercheurs très pointus sur le domaine, et puis des événements, je vais dire, plus institutionnels, qui apportent plus de valeur à des profils exec, dans des fonctions support, plutôt autour de la tech. Nous, on a ici une audience qui est vraiment une audience, on dit de AI builders, c'est-à-dire des gens qui construisent l'IA au quotidien, pas forcément que des scientifiques, mais aussi beaucoup d'ingénieurs qui essaient d'implémenter au quotidien l'IA dans leur système, à travers toutes les industries, toutes les entreprises, et donc qui aimeraient savoir quelles sont les nouvelles grandes tendances dans l'IA et en apprendre un petit peu plus avec un fond technique. D'accord. Donc on va dire que ce sont des gens qui sont sensibilisés déjà à l'IA, qui travaillent, mais qui essaient de se mettre au top niveau, en tous les cas, en échangeant entre pairs, en quelque sorte. Exactement. Et donc, effectivement, il y a énormément de conversations qui vont avoir lieu toute la journée et qui viennent aussi écouter des gens qui sont, pour le coup, très spécialisés dans certains domaines de l'IA et qui vont leur apporter une fenêtre sur ce qui arrive l'année prochaine et comment ils peuvent s'y préparer. En ce moment, la grande tendance, le mot-clé, c'est les World Models. Avec des invités prestigieux qui sont venus ici. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Eh bien, ce matin, on a eu le plaisir d'accueillir Yann Lequin pour sa première intervention publique depuis son annonce qu'il a choisi de quitter Meta à la fin de l'année pour monter son propre labo, sa propre start-up qui va justement travailler sur les World Models. Et puis à ses côtés... C'est intéressant de suivre la nouvelle aventure de Yann Lequin. C'est ça, et on a cru comprendre qu'il allait recruter également en France et en Europe, donc c'est une bonne opportunité aussi pour les talents de l'écosystème. À ses côtés, on avait Pim DeWitt, qui est le CEO de General Intuition. Alors, c'est pas très connu comme ça. Ils seront tout à l'heure avec nous d'ailleurs sur le plateau de Tech Co. Ils méritent d'être connus vraiment parce qu'ils détiennent un jeu de données extraordinaire pour lequel Sam Altman était prêt à payer 500 millions de dollars quand même. Hein. Pas mal. Qui est un jeu de données constitué sur la base de clips que les joueurs de jeux vidéo enregistrent pendant leur session, mais qui n'est pas juste une simple vidéo qui enregistre les interactions que le joueur a avec l'environnement. C'est l'IA générative spatiale, c'est ça, hein, en quelque sorte. C'est ça, ces interactions du joueur dans l'environnement 3D simulé du jeu vidéo, ça va permettre d'entraîner des modèles qui sont capables de mieux percevoir leur environnement, de comprendre les conséquences des actions, et c'est comme ça qu'on va vers ce qui s'appelle les world models, c'est-à-dire donc des modèles capables non simplement de prédire le prochain mot dans une phrase ou la prochaine image dans une vidéo, mais vraiment la suite logique, l'enchaînement de toutes les actions, comprendre un peu la physique newtonienne, voilà, essayer de modéliser tout ça, et c'est comme ça qu'on ira de plus en plus vers de super applications de robotique. Je crois qu'ils veulent aussi implémenter par exemple des personnages de jeux vidéo qui sont générés par l'IA générative et qui pourraient réagir d'une manière naturelle face à des vrais joueurs. Ça va être intéressant. Bon, on en parlera tout à l'heure avec un porte-parole de General Intuition qui seront là. Vous avez des spécialistes sur le sujet. Mais c'est pas qu'une application pour les jeux vidéo. Non, non, bien sûr. Aussi pour les industriels. Non, c'était un exemple, bien sûr. Voilà. Alors, on est dans un contexte aussi, évidemment, où on parle beaucoup de souveraineté, hein, beaucoup de
de boîtes européennes et françaises sont mises en avant ici. Quand on voit que ça s'accélère du côté des États-Unis avec des investissements qui sont colossaux, voire démesurés de la part évidemment d'OpenAI, mais aussi Google et Microsoft, Anthropic, etc. etc. Comment voyez-vous justement cet écart de financement de l'IA? Est-ce que, on a notre chance, malgré tout, parce qu'on ne joue pas dans la même cour, quoi qu'on dise, et même si on a, comme on dit, les meilleurs spécialistes en IA, les meilleurs mathématiciens, est-ce que ça peut suffire? Je pense que dans tous les gens que vous croiserez aujourd'hui à l'événement, vous ne trouverez pas un pessimiste sur le futur de l'IA en Europe. On y croit tous, pour la simple et bonne raison que oui, il y a les talents, il y a aussi les ressources. D'ailleurs, Scaleway est une des entreprises qui construit les infrastructures numériques, les plateformes cloud pour les développeurs qui sont ici aujourd'hui et qui ont besoin de ces plateformes pour développer de l'IA. Et donc, l'investissement aujourd'hui, il est là, il est présent. Il y a plein de gens qui sont prêts à financer. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est créer de la demande auprès des entreprises européennes, auprès des pouvoirs publics européens. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les écosystèmes, notamment aux États-Unis, de start-up, ils peuvent bénéficier d'une forte demande, y compris publique. Hein. Enfin, il faut quand même réaliser que aux États-Unis, le gouvernement fédéral fait des commandes de 200 millions de dollars à OpenAI, en fait. Et c'est complètement normal, et c'est perçu comme complètement normal. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui manque en Europe, de pouvoir stimuler la demande. Et les commandes publiques, les marchés publics, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais j'insiste, il n'y a pas que le public. Il y a aussi l'écosystème privé. Il faut redonner confiance dans le fait que la technologie européenne est parfaitement à la pointe. Et parmi les intervenants qu'on avait ce matin, on avait Niels Egidour qui vient de fonder sa startup Gradium. Qui sera aussi sur le plateau de Tech & Co tout à l'heure. Voilà, parfait. Et qui est un exemple formidable du fait qu'on est capable de créer des technologies qui sont incomparables avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, en l'occurrence sur la techno-voix IA. Et c'est un atout majeur. Et je pense que l'Europe a aussi une carte à jouer sur les World Models. Sachant d'ailleurs, j'en profite, Yann Lequin nous a dit ce matin que pour les World Models, la nécessité d'avoir des quantités pharaoniques de puissance de calcul disponibles est pas si forte en fait. Il faut peut-être arrêter de croire ce que disent les autres acteurs internationaux et qui vont essayer sans arrêt de montrer qu'il y a une barrière à l'entrée en disant qu'il faut des centaines de milliards, des milliers de milliards pour essayer d'avoir une échelle. Ce qui fait l'affaire de Nvidia d'ailleurs. Ce qui fait bien l'affaire de Nvidia. Cela dit, on a tous besoin de Nvidia aujourd'hui, mais en fait, on peut très bien investir des montants, je dirais, significatifs, mais plus raisonnables, et arriver à de très bons résultats. D'ailleurs, de la contrainte naît l'innovation, et je pense que tous les chercheurs ici en Europe cherchent à faire de l'IA plus optimisée et peut-être moins gourmande en énergie. Alors j'imagine que vous observez ce marché qui grossit, on parle que d'IA aujourd'hui, on investit des sommes, je le disais tout à l'heure, qui sont stratosphériques. Est-ce que vous avez peur d'une bulle ? Est-ce que vous imaginez que tout ça puisse, un peu comme ça s'est passé il y a 25 ans avec l'arrivée de l'Internet, une espèce d'explosion de surenchère qui va au chaos? Je pense que la question de la bulle, il faut la prendre au cas par cas selon les entreprises. Il y a peut-être des entreprises survalorisées, il y a peut-être ce phénomène qui est localisé. Quand on voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis avec OpenAI, Nvidia investit dans OpenAI, qui achète des processeurs, en tout cas des GPU à Nvidia, Microsoft qui est là, enfin, et tout cet écosystème qui tourne comme ça. Oui, c'est sûr, mais justement, c'est pas cet écosystème-là qu'on a envie de regarder. C'est tout ce qui se crée autour. Il y a des choses extrêmement concrète, une base, une communauté de scientifiques extrêmement forte qui quand même sous-tend toute la recherche en IA. Et ça, c'est pas une révolution technologique qui est basée sur du vent. Il y a vraiment de la recherche et des avancées significatives dans le domaine. Il y a toutes les startups. On voit que le modèle économique, excusez-moi, je vous coupe, est compliqué quand même. OpenAI aujourd'hui, on n'est pas sûr de son modèle économique. Alors ils font des choses incroyables, comme Mistral d'ailleurs. Et ils ont quand même 800 millions d'utilisateurs chaque hebdomadaire. Ils ont 5% d'abonnés et on voit que c'est parfois compliqué avec les entreprises. Mais c'est sûr qu'on est trop tôt pour avoir trouvé parfaitement le modèle économique sur cette technologie. Je pense que ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'on ne va pas le trouver trop tard, avant que ça explose? Parce que là, il y a des... Non, mais est-ce que la bulle fait partie du processus de destruction créatrice qui vient avec toute nouvelle révolution technologique? Peut-être, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut laisser tomber? Non. Qu'il faut laisser tomber, qu'il faut s'arrêter là, regarder passer le train? Je pense que ce serait la pire des conclusions à tirer pour l'Europe. Donc au contraire, soyons plus malins, mais continuons à investir.
Vous êtes donc, je le disais, la directrice générale déléguée du groupe Iliad. Iliad, c'est Free. Est-ce que l'intelligence artificielle chez Free, opérateur télécom majeur, a un impact? Est-ce que ça a changé des choses chez Free, que ce soit Free Mobile ou Free tout court? Alors, Iliad, c'est Free en France, mais c'est aussi Bien sûr. un opérateur en Italie, en Pologne, des investissements dans les opérateurs en Suède, aux Pays-Baltes. Et en fait, on a une communauté qui s'est créée entre toutes les équipes qui travaillent sur la data et sur l'IA chez ces différents opérateurs. Et on commence effectivement à avoir vraiment créé de la valeur grâce à l'IA. Alors l'IA générative, mais aussi l'IA, je dirais, plus traditionnelle, du machine learning, des algorithmes. Oui, des algorithmes. Mais Voilà. ça qui existe, j'ai envie de dire, depuis pas mal de temps. Bien sûr, mais qui peuvent aujourd'hui être un peu dopés par des modèles agents et tout ce qui va arriver dans les prochaines années. Nous, les cas d'usage prioritaires, ils sont beaucoup sur l'optimisation de nos réseaux, la consommation énergétique en modulant la puissance d'émission en fonction du besoin réel de nos abonnés en temps réel. Et ça, c'est de l'IA prédictive? On peut faire de la prédiction en fonction voilà, de l'historique de consommation qu'on voit, mais vraiment au plus près sur chaque antenne, à chaque heure du jour et de la nuit. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment on peut moduler ça. Et puis c'est assez vertueux parce que ça fait baisser la facture énergétique et on consomme moins d'énergie et vous économisez de l'argent. Tout le monde s'y retrouve. Ouais, tout le monde c'est s'y retrouve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous. Et après, on a d'autres applications, par exemple sur le marketing, où on travaille aussi avec de l'IA générative pour essayer d'être plus créatif. On peut avoir des applications sur l'assistance aux abonnés, tout en gardant notre ADN forte de proximité avec les abonnés qu'on a mis en place depuis plusieurs années, mais justement en essayant de pouvoir donner plus de temps à nos conseillers pour peut-être aller chez les abonnés et résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre à distance au téléphone et les aider à mieux se former, à rester à la page sur toutes les innovations, toutes les offres qu'on sort régulièrement. Très récemment, on a sorti une nouvelle offre de Mobile VPN, le premier VPN sur mobile au monde. Y compris dans l'abonnement Free Mobile. Y compris dans l'abonnement Free Mobile, qui est intégré dans notre réseau mobile en fait, et c'est ça l'innovation. Donc il n'y a plus un logiciel à installer pour avoir accès à un VPN, tout est complètement intégré. Et quand on sort cette offre-là, il faut que instantanément toute notre population commerciale et tous nos conseillers soient en capacité d'en parler à nos abonnés. Et pour former nos conseillers sur ces nouvelles offres, l'IA offre un formidable outil pour faire ça de façon ludique, de façon rapide et itérative. Et donc ça fait partie des cas d'usage qu'on a. Cette offre VPN, qui est très intéressante, a d'ailleurs été assez controversée, en tout cas discutée, commentée, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on essaie de mettre en place des garde-fous pour éviter les contenus pour adultes pour les moins de 18 ans, etc. etc. Et c'est vrai qu'avec un VPN, de manière naturelle, on contourne en fait tout ça. Est-ce que comment vous avez géré cette com? Sur l'accès aux mineurs, c'est absolument pas un sujet, puisque aujourd'hui, quand vous êtes un parent qui paye une ligne Free Mobile pour son enfant, vous avez complètement la maîtrise sur sa console abonnée et donc la possibilité ou non de lui donner accès à ce VPN. Okay. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est pas du tout un sujet sur lequel il peut y avoir polémique. Est-ce que vous avez d'autres exemples de l'IA? Vous parliez tout à l'heure de SAV, etc. On évoque... souvent, moi, je reçois des patrons qui disent finalement, notre SAV va être bouleversé par l'IA générative, etc., etc. Vous y croyez ou finalement, vous y revenez un petit peu parce que suite à l'emballement qu'on pouvait avoir sur ces technologies, on se rend compte que c'est pas encore forcément au point. Il y a des petites déceptions, malgré tout, sur l'IA ou pas? Je pense que c'est pas une déception, mais c'est une réalisation qu'on a eue très vite, déjà il y a 2 ans, qu'il fallait vraiment qu'on monte une équipe dédiée qui soit capable de gérer la personnalisation des modèles d'IA pour comprendre finement nos offres, nos produits. Et c'est pas intuitif de pouvoir faire expliquer par une IA comment fonctionne une Freebox. Et donc, il faut qu'on ait... toujours un humain qui parle derrière. Non, mais pour que l'IA devienne de plus en plus pertinente sur le sujet, de toute façon, il va falloir beaucoup l'entraîner, il va falloir beaucoup d'exemples. Et encore une fois, je pense que notre objectif premier, c'est pas de remplacer nos conseillers, c'est plutôt de savoir solutionner rapidement des problèmes qui sont fréquents et qui sont peu graves. Je pense qu'on serait tous surpris du nombre d'appels qu'on reçoit encore pour des gens qui ne savent pas comment changer leur mot de passe. Mais au contraire, de pouvoir, nous, du coup, mettre de l'humain sur les sujets qui sont
qui tiennent vraiment à cœur de nos abonnés. Quand il y a une manipulation qu'ils n'arrivent pas à faire ou une configuration, où là, on peut passer plus d'énergie avec nos agents sur le terrain. Un petit conseil de SAV qui m'est arrivé, éteigner, rallumer la box. Ça Toujours. règle déjà pas mal de problèmes avant d'appeler les hotlines. Question concernant aussi, on va dire, l'actualité des télécoms en ce moment, Aude. On parle d'une éventuelle consolidation des télécoms. On sait qu'en tout cas, il y a des bruits très très puissants qui montrent que SFR, l'opérateur télécom, serait à vendre. Il y a eu d'ailleurs une offre qui a été conjointe entre Orange, vous-même et Bouygues Télécom, qui a été très vite refusée, quasiment instantanément par Patrick Drahi, qui est le patron de SFR. J'imagine que vous ne pouvez pas dire grand-chose, mais cette consolidation, est-ce que vous l'attendez? Est-ce qu'elle est souhaitable? Ouais, écoutez, évidemment, c'est une négociation qui ne peut se faire qu'avec la plus grande confidentialité, donc je ne peux pas véritablement en parler. Maintenant, si on a remis une offre, c'est qu'on croyait en cette offre et qu'on considère que c'est une bonne solution pour l'écosystème télécom en France et pour assurer la continuité de service à tous les abonnés. Il y a aussi quand même une crainte de voir les prix augmenter si on passe de 4 opérateurs à 3. Alors qu'on sait que Free a été, on va dire, l'initiateur des baisses de prix. Vous serez vigilant justement sur les hausses de prix si vous passez à 3 opérateurs? Écoutez, ça fait maintenant 3 ans que Xavier Niel s'est engagé à ne pas augmenter le prix du forfait Free et du forfait à 2 € pour un quinquennat, sachant que ça faisait déjà 2 quinquennats qu'on ne l'augmentait pas. Donc je pense qu'on est plutôt bien positionné pour garantir que l'intérêt de nos abonnés soit préservé. Merci beaucoup, Aude Durand, d'être déjà de nous avoir reçus à l'occasion de cette AI Pulse et d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directrice générale déléguée du groupe Iliad. Merci beaucoup. Et la suite de ce Tech & Co ici à Station F, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Station F à l'occasion de cet événement AI Pulse. Et l'une des stars de cet événement est sur le plateau de Tech & Co. Mais on n'a que des stars ce soir. Neil Zeguidour est là. Bonsoir Neil. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de QTIE et de Gradium. Alors QTIE, on connaît. On a eu l'occasion plusieurs fois d'interviewer Patrick Pérez, qui est le patron de QTIE. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes là pour présenter Gradium, à la fois à l'assistance que vous avez pu avoir ce matin et à nous-mêmes. C'est intéressant parce qu'on est dans l'IA vocale et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le concept de Gradium et que vous projetiez un petit peu dans l'avenir pour nous dire à quoi ça pourrait servir. Présentez-nous Gradium, s'il vous plaît. Donc Gradium, c'est cette nouvelle start-up qu'on a annoncée cette semaine. Une start-up qui est dédiée à l'IA vocale et pas l'IA vocale pour une application spécifique, mais plutôt la technologie qui permet de développer des IA vocales. Et donc qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'au fond, la manière dont on interagit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça se fait essentiellement via le texte. Et une des raisons pour laquelle les gens continuent d'utiliser leur clavier plutôt que d'utiliser la voix, c'est parce que la technologie vocale n'est pas encore assez développée. Mais au fond, si on pense à des applications comme l'apprentissage des langues étrangères, toute la clé et la difficulté, c'est l'expression orale. Si on prenait le support client, c'est des interactions qui sont essentiellement qui ont lieu au téléphone. L'interaction avec des personnages virtuels dans des jeux vidéo, la publicité, c'est du contenu vocal. Donc en fait, il y a dans toute l'économie, il y a de la voix et de plus en plus, il va y avoir de l'interaction. On le voit d'ailleurs, OpenAI pousse énormément de ChatGPT Voice. En fait, la version vocale de ChatGPT qui progresse. J'imagine que vous l'avez testé et c'est assez impressionnant. Ils sont sur la bonne voie, à votre avis? Et Gradium est sur cette voie-là ou vous faites autre chose? Alors justement, si ce que vous mentionnez, et si on compare à Gradium, quelle est la position de Gradium dans cet écosystème? Une technologie comme celle que vous venez de mentionner, elle est plutôt de bonne qualité, mais la latence peut être améliorée. C'est pas encore une interaction comme celle que vous auriez avec un humain. Et en plus, enfin, ils font beaucoup de progrès, hein. Je ne veux pas vous contredire, mais OpenAI fait énormément de progrès avec ChatGPT Voice aujourd'hui, hein. Absolument. Il y a quasiment plus de latence en fait. Mais en fait, si vous regardez, c'est que dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va être très difficile de faire passer ce genre de technologie à l'échelle parce que c'est destiné à être utilisé dans des cas très spécifiques du fait qu'il y a peu d'utilisateurs qui en réalité lui parlent. C'est impossible aujourd'hui de se dire que vous allez faire du support client avec des millions de clients avec ce genre de technologie. Ça passe pas du tout à l'échelle. Il faudrait beaucoup
plus de puissance, c'est ça? Ou des modèles qui puissent être plus compacts et plus efficaces sans transiger sur la qualité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, soit vous utilisez des solutions qui passent à l'échelle mais qui sont peu qualitatives, ça va sonner un peu comme un répondeur téléphonique si vous voulez, soit vous prenez des modèles plus qualitatifs mais ça passe pas du tout à l'échelle. Nous, justement, et ça c'est le positionnement fondamental de Gradium, c'est qu'on se met dans la situation où on n'a pas à transiger sur la qualité pour pouvoir passer à l'échelle. Et ce qui nous permet de le faire, c'est que vous mentionnez ChatGPT Voice, mais tous les modèles de voix aujourd'hui, en réalité, se basent sur des algorithmes qu'on a inventés à QTI et avant dans nos carrières précédentes, une expertise qu'on a accumulée sur plus de 10 ans de recherche et aujourd'hui qu'on met à profit des produits via Gradium. Parce que la raison d'être de Gradium, c'est quoi? C'est que quand on a créé QTI comme un laboratoire à but non lucratif, c'est toujours la mission de QTI et c'était une mission sincère, notre mission de faire de la recherche ouverte parce qu'on trouvait que c'était le meilleur contexte pour faire des transformations technologiques. Or, ce qu'on a observé, c'est que bien qu'on mette nos modèles en open source, il y avait beaucoup d'intérêt du marché pour faire des produits autour de nos modèles, mais ils n'arrivaient pas à se les approprier. Et au fond, nul n'est mieux placé que celui qui a inventé l'algorithme pour aussi faire le produit qui va venir de l'algorithme, si vous voulez. Donc nous, on vit une transition qui passe de la recherche ouverte long terme à faire des produits compétitifs, multilingues, qui ont une qualité studio, qui permettent de l'interaction rapide. Et là, ce qu'on a rendu public cette semaine, après seulement 3 mois d'existence, c'est pas juste la levée de fonds de 60 millions d'euros, c'est un vrai produit qui permet de retranscrire en direct, de synthétiser en direct, de créer des agents vocaux à la demande. On a généré notre premier revenu en 6 semaines, alors qu'on est techniquement ce qu'on appelle une compagnie de modèles fondationnels, pardonnez-moi le terme, mais on entraîne nos propres modèles d'IA. C'est le record du monde. Normalement, c'est 1 an pour arriver à du revenu dans cette industrie quand on entraîne ses propres modèles. Et donc, en fait, notre avantage technologique, c'est un accélérateur. Mais là, aujourd'hui, on se pose comme challenger à toutes les technologies, dont celles que vous avez mentionnées. Et en 2026, notre objectif, c'est d'être meilleur que toute solution commerciale au monde sur tous les aspects. La qualité, la latence, la fidélité des voix, la qualité de l'interaction. Vous êtes passé par Google, vous avez travaillé quasiment 5 ans chez Google, il y a quelques temps de cela. Juste un mot sur Gemini, parce qu'on voit aussi que ça progresse de manière fulgurante. Gemini 3 est assez impressionnant en termes de qualité et surtout dans son offre globale, en fait. Il est quasiment bon partout. Juste pour revenir sur la voix, est-ce que vous pensez que tous ces géants américains, que ce soit OpenAI ou Google, vont pousser aussi la voix comme vous le faites? Est-ce que ça fait partie de leur stratégie? Ça fait partie de la stratégie de tout le monde, parce que c'est devenu une évidence pour tout le monde que la voix, c'est le prochain mode d'interaction avec les ordinateurs. Oui, mais ce n'est pas idéal non plus. C'est-à-dire qu'on aura toujours envie d'écrire des choses. La voix ne va pas répondre à toutes les attentes qu'on peut avoir au quotidien. Ça dépend bien entendu du contexte. Si on prend par exemple la programmation, l'aide à la programmation, c'est naturellement ça se fait par le texte. Mais si on reprend l'apprentissage des langues, le coaching, le support client, l'industrie du jeu vidéo, l'industrie créative, même la presse, nous côté QTI on avait eu une collaboration pour faire des revues de presse qui soient personnalisées avec une voix très journalistique, etc. La voix, c'est dans la priorité de toutes les boîtes d'IA, y compris les hyperscalers. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la voix, contrairement, vous parliez des prouesses de Gemini 3, contrairement... Ça vous impressionne ou pas, Gemini 3? Bien entendu, c'est impressionnant. On est très fiers de ce qu'ils font. Une grande différence entre la voix et l'intelligence, c'est que l'intelligence, maintenant, c'est une course au passage à l'échelle. Il faut toujours plus de ressources d'entraînement, des modèles toujours plus gros. La voix, si vous voulez qu'elle soit rapide et fidèle, la solution, c'est pas de faire un gros modèle, c'est de faire un petit modèle. Idéalement, il serait même embarqué dans votre téléphone, mais en revanche, il faut qu'il soit très rapide, très qualitatif. Et donc nous, c'est là qu'on a un avantage compétitif, c'est qu'au fond, quand vous parlez à un modèle de voix d'un hyperscaler, vous parlez au modèle principal. Et c'est-à-dire que vous demandez, je ne sais pas moi, une recette de pâtes et vous parlez à un modèle qui peut résoudre des équations différentielles. Ouais. Ça, c'est un peu absurde. La puissance est démesurée, quoi. C'est pas optimisé. Nous, on se spécialise sur des modèles qui sont faits pour faire la voix et uniquement la voix, ce qui les rend beaucoup plus petits. Donc, ils peuvent passer à l'échelle et nous, on est capable de supporter une échelle d'interaction
une des premières interactions qui nous a poussé à créer Gradium, c'est un célèbre développeur de jeux vidéo mobile qui voulait créer des personnages virtuels avec lesquels on puisse converser et qui a plusieurs milliards d'heures, j'ai bien dit milliards, pas millions, milliards d'heures qui sont jouées par mois. Quand vous avez plusieurs milliards d'heures et qu'il faut mettre des IA vocales au milieu de tout ça, le passage à l'échelle, il est titanesque. Et après, ça fait de la data monstrueuse qui va enrichir en fait le personnage et l'IA. C'est ça aussi qui est génial. Absolument. Et dans les industries créatives, ce qu'on voit, c'est que il y a évidemment un peu d'inertie, mais tout le monde attend que quelqu'un se jette et après tout le monde va suivre. Et ça, c'est évident. On voit qu'il y a une espèce de bataille aussi sur les assistants vocaux. Alors Siri qui est un peu en retrait, Amazon qui va sortir son Alexa Plus. Il y a bien évidemment aussi, on le disait, GPT Voice. Est-ce que vous pensez que demain, nous aurons tous un compagnon comme Jarvis, en fait, un Jarvis qui gérera notre quotidien sur plein de choses? C'est quelque chose qui vous paraît être réaliste? Non seulement réaliste, mais tout à fait plausible. Et justement, vous mentionnez le fait qu'il y ait des gros progrès en voix. Quand on a rendu Moshi public, c'était dans un monde où l'interaction vocale avec l'IA, c'était je pose une question élémentaire et j'attends 5 secondes pour obtenir une réponse robotique. Nous, on est arrivé et on a fait passer ça, même pas qu'avec le modèle, mais avec l'invention derrière, au niveau d'une interaction qui ressemble de plus en plus à celle qu'on aurait avec un humain. Il reste du chemin à faire. Parfois, les modèles ne sont pas assez expressifs ou ils ont du mal à comprendre des environnements bruyants. Et donc, si vous voulez, il y a encore des défis techniques, mais une fois qu'on les aura résolus et que l'IA sera fiable, précise et agréable, énormément d'interactions passeront naturellement par la voix. Nous, notre hypothèse, et ce qu'on voit vraiment quand on parle à nos clients, c'est que c'est la fragilité de la technologie qui réduit son adoption. Et en fait, c'est en rendant cette technologie facile et pratique qu'on va la démocratiser. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens essayent 1-2 fois et si ça ne marche pas au bout de 2 fois, ils abandonnent parce qu'on a plus confiance en ses doigts qu'en sa voix quelque part aujourd'hui. Une fois qu'on aura inversé ça, ça va se démocratiser assez vite. Ça va mettre du temps à votre avis? Ce Jarvis-là dont on rêve tous, va arriver quand? Alors, il n'y a pas une semaine, je pense, sans qu'il y ait une start-up qui lève des fonds pour faire ça. C'est là aussi qu'on a vu notre opportunité. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça va s'accélérer et que la concurrence va être vertueuse. Et si vous voyez d'ailleurs, en fait, plus que de la concurrence, c'est plutôt des clients, parce que si on regarde l'écosystème de la voix, la plupart des boîtes qui font des IA vocales sont spécialisées dans un produit, par exemple le support client ou l'IA pour la banque ou ce genre de choses, mais ne développent pas leur technologie. Des laboratoires qui développent leur propre technologie de voix, il y en a moins de 5 dans le monde et Gradium est un des plus compétitifs. Comment voyez-vous l'avenir aussi pour Gradium? Vous aimeriez en fait vendre votre technologie à des acteurs tiers mondiaux? Enfin demain, je sais pas moi, on voit que Apple galère avec son Siri. Est-ce que demain vous pourriez être une brique d'un Siri? Et je prends un exemple d'Apple, mais ça pourrait être d'autres boîtes. C'est ça votre objectif aussi? C'est exactement notre objectif, c'est de devenir la brique technologique qui permet de, si vous voulez, de réaliser toutes les interactions entre humains et machines, mais aussi entre humains. Un exemple, parce que là, je ne vous parle pas de prospective, mais de clients qu'on a actuellement. Oui. On a du support client, de la prise de rendez-vous médical au téléphone, des personnages dans des jeux vidéo, mais aussi de l'interprétariat, c'est-à-dire être capable de traduire la voix en temps réel. Et donc nous, on veut vraiment être le moteur technologique d'expériences d'interaction qui peuvent être de divertissement, qui peuvent être pour le business, pour la traduction, pour toutes sortes de cas d'usage. Alors vous n'y êtes pour rien, mais ça va être aussi un gros destructeur d'emplois tout cela. Parce que tous les métiers qui sont liés à la voix, vous parliez de l'interprétariat, c'est un métier qui va être compliqué dans quelques temps. Les profs de langue aussi. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous prenez l'exemple de l'interprétariat ou du professeur de langue, nous, ce à quoi on essaye de contribuer, c'est un traducteur qui vous accompagne dans vos vacances dans votre poche ou qui permet à chaque collégien le soir à la maison de s'améliorer en anglais. Il n'y a aucun humain qui occupe cet espace, à moins d'avoir les moyens d'avoir un prof particulier en anglais à la maison et quelqu'un qui nous accompagne dans nos voyages. Si vous voulez, nous, on vient rajouter de la voix et de la technologie là où elle est manquante. Et ça ne vient pas remplacer, à votre avis, on va dire, les tâches humaines, c'est ça? Il y a des contextes où ça va remplacer des tâches humaines. Il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr. Mais quand même, l'aspect de l'interaction et de la personnalisation
c'est que ça ne remplace rien, ça crée du contenu et des interactions qui sont impossibles aujourd'hui, à moins d'avoir autour de soi un aéropage, un traducteur, un assistant, etc. Je suis journaliste, je présente une émission tous les soirs sur BFM Business. Est-ce que demain, Gradium pourrait m'imiter et réaliser cette interview à ma place? Imiter votre voix, ça sans aucun doute, mais être capable d'imiter la précision de vos questions, mener la conversation que vous allez, ça c'est votre personnalité. Nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Nous, on vient mettre de la voix dans les interactions. En revanche, nous, des applications qui nous intéressent, c'est encore une fois de créer des formes de contenu qui sont inenvisageables. Imaginez maintenant que les gens qui apprécient particulièrement votre émission puissent poser des questions, ils l'écoutent le soir et ils puissent poser des questions sur un sujet ou un autre et puissent interagir avec vous. Alors à moins que vous soyez dans le salon de chacun, ça va être compliqué. Ouais. Avertissez-moi avant, quoi. C'est tout, je puisse m'organiser. Mais vous voyez ce que je veux dire, ouais. ça permet de créer aussi ça pourrait être du bonus et on va dire de l'enrichissement de l'approfondissement, tout à fait. Merci beaucoup, c'est passionnant. Neil Zeguidour, vous êtes le cofondateur de QTI et de Gradium, qu'on va suivre de près. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne depuis Station F. On revient juste après cette petite pause. Merci d'être là, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne ici à Station F. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Les replays, les podcasts de cette émission, évidemment, qui seront à la toute fin. On est à Station F à l'occasion de cet événement AI Pulse. On parle évidemment d'intelligence artificielle. Ce soir, j'accueille Sophia Metz maintenant. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice et PDG de BioStream, que vous allez nous faire découvrir dans un instant. Vous avez un passé dans le jeu vidéo et la tech assez intéressant, puisque vous aviez créé le premier bar e-sport à Paris, c'était en 2012. Vous aviez été même d'ailleurs récompensé à l'époque sur BFM Business en 2018. Et donc voilà, switch, pivot comme on dit. Vous avez créé BioStream donc en 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est? Bien sûr. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour du SAV, du gaming, de plein d'applications finalement au niveau du consommateur. Moi j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle pour sauver des vies. Parce que je ne sais pas si vous trouvez ça normal, vous, qu'aujourd'hui, on ait plein d'outils pour nous aider à la prise de décision, pour nous aider à toutes les choses du quotidien, mais dans des contextes où c'est des décisions sur la vie ou la mort, finalement, c'est souvent au jugé, basé sur des méthodes qui sont très anciennes et avec finalement très peu d'innovation. BioStream, c'est un dispositif connecté qui utilise l'intelligence artificielle embarquée pour détecter des situations critiques, des urgences médicales et pour envoyer des alertes. Comment vous est venue cette idée? C'est une expérience personnelle souvent, ces sujets dramatiques, c'est parce qu'on les a vécus qu'on veut révolutionner le monde, en fait. Alors, pas directement, mais BioStream, c'est né d'une conversation. Comme vous l'avez souligné, j'avais une autre vie entrepreneuriale avant. J'ai vendu l'entreprise Meltdown il y a 3 ans environ. Ouais. Et suite à ça, j'ai repris des études. Donc, je suis allée faire un executive MBA à Oxford. Le format de ça, c'est qu'une semaine, toutes les 5 semaines, on est sur campus et le reste du temps, on a sa vie professionnelle normale. Il se trouve qu'un de mes camarades de classe, pendant qu'il n'était pas sur campus, lui, il était sur la ligne de front en Ukraine et il était soldat là-bas. Et c'est une discussion avec lui où je lui demandais quels sont les principaux problèmes qu'il rencontre, les choses qu'on pourrait solutionner, où il m'a dit on perd énormément de soldats, pas pour des blessures mortelles, mais simplement parce qu'on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas où ils sont. Et je lui ai dit, comment ça, on ne sait pas où ils sont? Il n'y a pas un tracking, il n'y a pas quelque chose? Il me dit, non, aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, en faisant plus de recherches, effectivement, il y a plein de gens qui perdent la vie, aujourd'hui sur la ligne de front, mais aussi dans les hôpitaux, tout seuls chez eux, mais pour des raisons qui ne devraient pas exister. Et BioStream, c'est là pour solutionner ça. Donc, la première application, aujourd'hui, c'est testée en Ukraine pour les soldats, mais demain, c'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous testez en Ukraine? C'est très intéressant, bien sûr. À quoi ressemble ce dispositif connecté? C'est un des tests d'IA, à ma connaissance, à plus grande échelle dans un pays en guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre directement des bracelets sur les soldats.
on va récupérer non seulement leurs signes vitaux, mais aussi des signes environnementaux pour aller déduire des situations critiques. Donc on va utiliser la fusion de capteurs et on va utiliser de l'Edge AI, donc embarqué sur l'appareil, sur le bracelet, pour aller déduire un diagnostic. On va pouvoir savoir que si, avec un certain nombre d'informations, si la personne n'a pas été en mouvement depuis un certain temps, s'il y a eu un impact à proximité, si ses signes vitaux ont suivi un certain schéma, on va déduire que cette personne est probablement en train d'avoir une hémorragie ou d'être déshydratée ou d'être blessée d'une manière qui va nous permettre de donner un score de triage pour que les équipes médicales puissent savoir qui prioriser dans des situations d'urgence. Ça me fait penser un peu à l'Apple Watch, ce que vous me racontez là. Parce qu'on voit qu'Apple investit énormément dans la santé. Aujourd'hui, l'Apple Watch est un outil santé qui monitore notre santé avec évidemment pas mal de composantes cardiaques, etc., etc. On tombe par terre, la montre détecte qu'on est tombé par terre. S'il n'y a pas de réaction, elle appelle les secours. Vous vous sentez similaire ou c'est un autre, vous imaginez un autre marché? Mais on imagine un autre marché. BioStream est un dispositif médical, ce qu'a priori l'Apple Watch n'a pas vocation à devenir. Elle est considérée comme dispositif médical sur pas mal d'algorithmes, je crois. Hein, il y a différentes classes de dispositifs médicaux. Nous, on a une classe 2B, c'est-à-dire que nous, on va proposer un diagnostic. On ne va pas simplement vous dire, attention, le rythme cardiaque est élevé. On ne va pas regarder vos signes vitaux en silo, c'est-à-dire indépendamment les uns des autres. Okay. Mais on va combiner toutes les informations dont ils disposent pour dire avec précision, cette personne est en danger critique, cette personne-là l'est peut-être un peu moins, ce qui est quand même une décision avec une forte responsabilité. On va pouvoir donner un ordre de priorité pour aller sauver des vies. A priori, toutes les marques de grande consommation n'ont pas vocation à prendre entre guillemets ce risque-là ou cette responsabilité. Il y a un très très grand marché sur les produits de fitness. Nous, on est sur un angle médical et aujourd'hui axé défense également. Défense, médicale, mais en fait les débouchés sont énormes. Oui. On peut imaginer que pour les seniors par exemple qui sont à la maison, ça peut être salvateur pour eux. Le fait de pouvoir les surveiller, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas de manière bienveillante, faire attention à leur santé à distance. Exactement. Il y a énormément d'applications possibles dans le monde civil. Quand on regarde, par exemple, ne serait-ce que les salles d'attente des hôpitaux, souvent on va vous vérifier au moment où vous arrivez dans la salle d'attente aux urgences, mais vous pouvez passer 3, 4, 5, 6, 12 heures sans qu'on vous vérifie à nouveau. Il y a des personnes, il y a des tragédies qu'on connaît tous où les personnes perdent la vie ou sont très très gravement blessées parce que personne n'a remarqué qu'ils arrivaient en situation critique. Il y a énormément d'applications possibles. C'est compliqué de faire du hardware, non? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a l'immense majorité des gens qui sont là font du soft. Vous fabriquez un bracelet, j'imagine, ou alors vous décidez de le faire fabriquer par quelqu'un. C'est compliqué ou pas? On aurait préféré ne pas le faire, mais aujourd'hui, il n'y avait rien qui existait pour cette application-là. Maintenant, c'est compliqué, oui, parce que tout le monde parle de software et que on a envie d'investir sur du software. Et quand on regarde les industries de la défense, c'est un peu l'inverse. Les gouvernements n'ont pas envie d'acheter que du software. Ils aiment bien qu'il y ait quelque chose d'un peu tangible. Donc ça dépend de l'angle d'approche. Voilà. Ouais. Maintenant, dans le futur, BioStream a vocation à être agnostique au niveau de l'appareil, c'est-à-dire que l'algorithme qu'on développe et finalement toute la data qu'on va récupérer, qui est unique, parce que personne n'a cette data qui est les signes vitaux de personnes en situation critique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ensuite appliquer à tout un tas d'autres appareils. Oui, on peut imaginer un bracelet. On va dire avec certains capteurs qui pourraient intégrer votre intelligence finalement. Tout à fait, ou même se connecter à tous les appareils de grande consommation. Si on nous donne les accès nécessaires, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez déjà des résultats concrets de votre bracelet? Par exemple, vous parliez de l'Ukraine. Vous avez déjà des exemples de vies sauvées ou de personnes qui étaient en difficulté? La première vie sauvée, vous la verrez dans les médias. Je pense qu'on sera tous super heureux de pouvoir communiquer dessus. On a des résultats qu'on ne peut pas communiquer aujourd'hui, mais qui nous ont donné l'accès justement à une centaine d'hôpitaux en Ukraine, à des tests à grande échelle et avoir la confiance des autorités médicales au niveau de l'Ukraine. Donc on a des choses prometteuses. Voilà, ça s'appelle BioStream à suivre. Merci beaucoup, Sophia Metz. Vous en êtes la cofondatrice et PDG. Merci. Et tout de suite, bien sûr, autre invité ici à Station F. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, autre start-up intéressante ici à iPulse, à Station F, c'est General Intuition. Et on va en parler avec son cofondateur qui est là, c'est Vincent Micheli.
ou Micheli, comment on prononce votre nom? Miguel, c'est un nom corse. C'est un nom corse. Il y en a 2 sur le plateau. On en parlera après, hein, on ne va pas faire une heure là-dessus. Vincent, vous êtes donc le cofondateur de General Intuition. Évidemment, vous êtes dans l'IA. J'ai cru comprendre que vous étiez dans l'IA, on va dire, générative, liée au spatial. Mais alors pas le spatial, pas l'espace. C'est en fait une IA qui comprendrait encore mieux notre environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? C'est ça, nous développons des modèles du monde. Ce sont des modèles qui sont capables de prédire le prochain état du monde. Un exemple, ce serait, je suis dans une voiture autonome, je décide de tourner le volant vers la droite. À quoi va ressembler le monde dans 1 seconde, dans 2 secondes, dans 10 secondes? C'est vraiment un modèle qui peut être génératif ou latent, ça revient à la discussion de ce matin avec Yann Lequin, qui est capable de prédire le prochain état du monde. Et c'est un raisonnement qui doit être spatial et temporel. Quelle va être la voiture que je vais voir en tournant à droite? Comment les voitures vont se déplacer dans cet intervalle de temps? Ça demande vraiment une compréhension globale du monde et de comment il évolue. Mais alors, l'IA, déjà, il y a plein d'IA qui prédisent des choses. Comment là, vous avez une autre vision en fait, de cette prédiction? Parce que là, on est sur la prédiction. Comment faites-vous? Vous vous basez sur quelle data? Parce que je crois que justement, votre force, c'est de récupérer énormément de vidéos de gaming, entre autres. C'est ça? C'est ça, oui. C'est vraiment la force de General Intuition, c'est la nature de ces données. Aujourd'hui, les modèles les plus efficaces sont les modèles de langage qui reposent sur des données textuelles. Ces modèles ne sont pas capables de percevoir le monde et d'interagir avec ce dernier. La prochaine... Oui, c'est les limitations en fait de l'écrit. Exactement. L'écrit, c'est une compression du monde qui perd de l'information. Bien sûr. Avec du texte, on ne peut pas se représenter le monde comme on peut se le représenter avec des yeux. Et c'est donc là la prochaine frontière pour l'intelligence, c'est développer des modèles qui sont capables de percevoir le monde et d'interagir avec ce dernier. Et c'est là la beauté de nos données chez General Intuition. On a des grandes quantités de données de personnes qui interagissent avec des mondes virtuels qui peuvent parfois s'apparenter au monde réel. Concrètement, comment travaillez-vous en fait? Vous récupérez toute cette data, ces vidéos. Quel type de vidéos récupérez-vous? Donc, généralement, ce sont des données de personnes qui sont en train de jouer à des jeux vidéo. Il se passe quelque chose d'intéressant dans le jeu. Ces personnes appuient sur un bouton et ce qui vient de se passer est enregistré pour le partager avec d'autres joueurs. Et c'est ces moments-là où toute l'intelligence se trouve. C'est quand il se passe quelque chose d'intéressant dans un jeu vidéo qu'un comportement intelligent a eu lieu. Et ces données peuvent être utilisées pour l'entraînement de nos modèles du monde. Donc des modèles capables de prédire ce qui va se passer et par la suite d'agents capables d'interagir avec le monde, de prendre des actions dans le monde. C'est presque des réflexes intelligents finalement que vous recherchez. Complètement. Et c'est un peu aussi la motivation pour le nom de notre entreprise, General Intuition. L'idée, c'est d'extraire cette intuition des joueurs et de la distiller dans des modèles intelligents. Et donc, vous scrollez quoi? Des vidéos sur YouTube, sur Twitch, c'est ça? Vous les prenez où, toutes ces vidéos? Alors, ces vidéos sont capturées par les joueurs avec un logiciel qui s'appelle Medal, qui est la société sœur de General Intuition. Et c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Ah, ok, d'accord. On joue à un jeu vidéo, il se passe quelque chose d'intéressant, on appuie sur un bouton, ces données sont capturées pour être partagées avec d'autres joueurs, avec des amis. Donc vous sélectionnez malgré tout les moments qui vous intéressent en fait, c'est ça? Et c'est ça la beauté de General Intuition, c'est qu'on laisse les joueurs décider de quels moments sont intéressants ou non. Quand on joue à un jeu, 99% du temps, il ne se passe pas des choses intéressantes à l'écran. Et c'est aux joueurs de décider, ah, là, il s'est passé quelque chose qui mérite d'être partagé avec d'autres personnes. Donc les joueurs, en quelque sorte, sélectionnent les données pour General Intuition. C'est vrai que quand je joue aux jeux vidéo, en général, c'est pas très intéressant. Mais bon. Il peut se passer des choses peu intéressantes. Bien sûr, il y a des moments qui sont la beauté du jeu. Alors, je vois bien un peu où vous voulez aller, mais qu'est-ce que vous voulez en faire de ce résultat? Ça va arriver dans quoi? Donc, vous preniez l'exemple de voitures tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait améliorer la voiture autonome? Complètement. Et d'ailleurs, la plupart des sociétés qui développent des voitures autonomes aujourd'hui se penchent sur les modèles du monde. Avant de démarrer General Intuition, je faisais de la recherche en conduite autonome. Et les modèles du monde sont une des technologies qui sont considérées aujourd'hui pour développer la voiture autonome de demain. Donc il y a beaucoup d'applications modèles du monde. C'est à nouveau le thème de la keynote ce matin. Quelle est la prochaine frontière pour l'IA? Et cette nouvelle technologie va permettre de déboucher sur un nombre astronomique d'applications, notamment les voitures autonomes. Et les robots, non? Il y a une espèce d'emballement sur les robots humanoïdes. On peut imaginer que s'ils arrivent à avoir cette intelligence spatialisée avec leurs capteurs, à la fois leurs caméras, les lidars, etc., ça pourrait accélérer aussi peut-être l'avancée technologique sur ces robots, non? Complètement. À terme, on pourrait imaginer des applications dans la robotique. On parle d'un futur plus lointain. Aujourd'hui, on est au stade de la recherche fondamentale.
notamment dans les jeux vidéo dans notre cas. Mais si on est capable de développer des IA intelligentes pour les jeux vidéo, on pourrait imaginer les robots de demain avec cette technologie. Qu'est-ce que vous imaginez comme autre débouché? Vous aviez évoqué l'automobile. Où est-ce que votre technologie pourra avoir du sens aussi? Dans un premier temps, je pense que les jeux vidéo sont une application évidente. Nous développons des IA qui sont capables d'interagir avec n'importe quel jeu vidéo, d'accomplir des objectifs dans ces jeux. Donc je pense qu'on peut avoir un impact assez important sur l'industrie du jeu vidéo, développer de nouvelles expériences pour les joueurs. Imaginez un jeu où, au lieu d'être tout seul dans ce jeu, maintenant vous interagissez avec des milliers d'entités, et ces entités se comportent exactement comme des humains, mais ce sont des IA. Ça serait une révolution, parce qu'aujourd'hui, on le voit quand on joue contre des adversaires qui sont des ordinateurs, comme on disait avant, ils sont plutôt assez maladroits et pas très malins. Là, vous voulez révolutionner en fait les adversaires ou les compagnons de jeu qu'on pourrait avoir, c'est ça? Exactement. Là, il y a un marché énorme aussi. Dans un monde idéal, on pourrait développer un compagnon qui accompagne les joueurs dans leurs aventures, qui est capable d'interagir avec eux comme n'importe quel humain interagirait avec eux. C'est vraiment l'un de nos objectifs dans le monde du jeu vidéo. Et la voix dans tout ça, il faudrait que vous vous raccrochiez à une technologie. Tout à l'heure, je recevais Gradium. Ça pourrait être. Est-ce que ça pourrait matcher? Gradium serait un partenaire idéal. Nous développons l'IA qui est capable de se mouvoir dans le jeu, et Gradium développerait la voix pour cette IA dans le jeu. Le jeu vidéo, l'automobile, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pourriez nous donner d'intérêt de ce que vous faites? C'est ça qui est génial avec les world models, avec les modèles du monde, c'est qu'il y a une grande quantité d'applications. C'est difficile de donner des exemples concrets. Dans l'industrie peut-être aussi, non? Dans l'industrie, bien sûr. J'imagine que, par exemple, dans une usine, on a des bras robotiques qui doivent interagir avec des paquets, etc. Ces modèles du monde permettent de donner plus d'intelligence à ces robots. Donc, les applications sont vastes. La robotique peut en être un exemple. On parlait des voitures autonomes, c'est juste un des pans de la robotique aujourd'hui. Vous en êtes où en fait dans l'avancée de vos recherches? On est encore au stade de la recherche fondamentale. On n'a pas de produit qu'on peut vendre. On est en train de développer le modèle de langage de demain. On est en train de rechercher l'architecture, la technologie nécessaire pour y parvenir. De la même manière que les modèles de langue ont mis plusieurs années à arriver à un stade de produit, nous sommes un peu dans cette situation-là aujourd'hui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Vincent Micheli, cofondateur de General Intuition. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous restez avec nous, toujours ici à Station F, à l'occasion de ce AI Pulse. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une demi-heure à passer ensemble avec d'autres invités que j'accueille dans un instant, juste après cette petite pause. Merci d'être là sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Tech & Co, la quotidienne depuis toujours Station F. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. À la radio, à la télé, comme chaque soir, vous le savez, nous sommes ici à l'occasion de l'AI Pulse, dans cet immense lieu où start-up grandissent et parfois aussi défilent sur, on va dire, la scène de ce AI Pulse. J'accueille maintenant Jérôme Monceau. Bonsoir Jérôme. Salut. Directeur et fondateur de Enchantil Tools. Jérôme est l'un de nos spécialistes de la robotique en France, puisque Jérôme a travaillé auparavant chez Aldébaran. C'est l'un des papas de Nao et de Pepper. Voilà. Et donc maintenant d'Enchantil Tools. Exactement. Avec Miroka ou Miroki là? C'est Miroki, c'est le garçon. C'est le garçon. Ouais. J'ai toujours du mal à les, Ils se ressemblent beaucoup. à les repérer. Voilà, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez ce robot qui a vraiment une super bonne bouille et qui évolue. C'est ce qu'on disait quand on préparait cette interview juste avant. Jérôme, ça fait quelques années qu'on vous suit. 4 ans. Avec beaucoup d'intérêt. Et on voit aussi que vos robots progressent, sont de plus en plus beaux, beaucoup plus, j'allais dire, sérieux technologiquement. Voilà. Ah oui, on s'éloigne du prototype aujourd'hui. Exactement, là, c'est la version pré-industrielle. Il nous reste quelques détails à finir sur une nouvelle version qu'on appelle en interne le A3. Et ce A3, ça va devenir la V1. Et donc, c'est le robot qui va être produit en milliers d'unités. Donc, on y est presque là. Que de chemin parcouru, de défis à relever, Oui. d'obstacles aussi, j'imagine. C'est compliqué de lancer un robot comme ça quand on est en France ou pas? Alors, il y a toute l'histoire d'Aldébaran qui a quand même créé une simplification. Déjà parce qu'il y a des gens curieux, il y a un écosystème, il y a des distributeurs, il y a des chercheurs qui étaient déjà là. Donc ça, c'est facile.
Après, il y a le sujet du financement. Et pas forcément le financement d'amorçage, ni non plus le financement collaboratif, des projets collaboratifs avec la BPI qui nous soutient toujours autant. La phase qui est difficile, je trouve, en France, c'est la phase de financement de la série A. C'est-à-dire quand les choses deviennent sérieuses. 30, 40, 50 millions d'euros. Alors que c'est là qu'on a besoin. Et c'est là où on en a besoin pour passer à l'échelle. Parce que l'enjeu, il est mondial en ce moment. Alors, Miro qui est sur le plateau. Il est vraiment très sympa. Il a une bouille qui est craquante. Mais ça fait partie du... J'allais dire de la volonté, en fait, de Enchanted Tools de proposer un robot plein d'empathie, etc. Une cinquantaine d'exemplaires se baladent un peu partout dans le monde, déjà. Alors bientôt, on est en phase. On a déjà 50 clients, donc, enfin pas 50 clients, mais 50 demandes. Voilà, c'est ça. Et là, on en a livré la moitié, et il y a l'autre moitié qui arrive très prochainement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce robot? À quoi sert-il? Il a 3 grandes fonctions. Il a la fonction de se déplacer dans un environnement social. La deuxième fonction, c'est saisir des objets, souvent les siens, dans un environnement social et interagir avec des personnes non entraînées, des aides-soignants, des personnes âgées, des enfants et des visiteurs. Voilà, c'est son boulot. C'est un robot qui, à terme, sera autonome parce que là, on va raconter ce qui se passe. Il y a une personne qui est juste à côté qui pilote ce robot pour le faire évoluer sur le plateau. D'accord? Mais donc, il est télécommandé. L'idée demain, c'est qu'il ait sa propre... on va dire sa propre autonomie, c'est ça? Alors, il est là pour lui créer de l'activité. On a effectivement un opérateur qui rajoute des comportements, mais le robot est déjà autonome. D'accord. Il arrive à faire des choses tout seul déjà. Bien sûr, il a des activités autonomes. Ce qu'on va chercher à faire, c'est des missions autonomes. C'est-à-dire, en gros, on va lui dire OK, tu es là avec cette personne, passe, fais ça. Et donc, le robot va réaliser cette opération de manière autonome. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il soit capable de comprendre lui-même ce qu'il doit faire. Est-ce que je dois aller à l'entrée? Est-ce que je dois aller chercher ça? Donc ça y est pas encore, mais c'est des choses qui viennent prochainement, notamment en 2026, grâce au partenariat qu'on a avec Google DeepMind. On est trusted partner avec eux. Donc là, on y va en interne. La version expérimentale, elle est incroyable, vraiment. C'est vrai? Ouais. Tu promènes le robot. En fait, il y aurait quoi? Du Gemini à l'intérieur? C'est ça l'idée ou pas? Alors, on a une version avec Gemini, effectivement, Gemini Live, Gemini for Robotics. On en a d'autres avec GPT, avec QTI bientôt, voilà, avec plein de versions. Mais celle de Gemini, moi, je l'aime particulièrement parce que là, le robot, il est capable de voir, d'entendre, de répondre, de se déplacer et de réaliser des actions. Donc typiquement, tu vas lui dire, je sais pas moi, guide-moi un endroit où je peux me reposer, et le robot il se souvient qu'il l'a vu à tel endroit, et du coup il va t'y amener. Donc c'est vraiment ultra performant. Et ça, c'est pas de la science-fiction? Non, ça marche déjà. Il arrive même à voir ton émotion. L'autre jour, il a vu un développeur qui avait pas l'air content parce que son code ne marchait pas. Le robot l'a rassuré. C'est pas vrai. C'est incroyable, Ouais. vraiment incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça qui va tout changer en fait, quand on pourra mettre des LLM à l'intérieur de ce type de robot, non? Ouais, alors c'est plus que des LLM, parce que les LLM, c'est le language. Oui, c'est quoi? Nous, on parle de VLM, mais là, c'est beaucoup vision. Et donc, ce qu'on attend, c'est des modèles qui sont multimodaux, capables d'entendre, de voir, mais bien aussi sûr. de prendre en compte les paramètres du robot, les paramètres proprioceptifs. Quel est mon niveau de batterie? Est-ce que j'ai quelque chose dans la main? Voilà, ce genre de paramètres. Ça va venir. Il paraît qu'on peut voir Miroka et Miroki à Lyon, à l'aéroport? Oui, il a été à Lyon pendant... peut-être il y est encore. Il accueille, il oriente. Il est connecté à la base de données des vols. Donc il répond aux questions que les gens peuvent avoir. Toujours plein de questions. Je crois que Mais là, l'accueil il est vraiment superbe. autonome ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui le pilote Ah, aussi? non, il est complètement autonome. D'accord. C'est ce que je te disais, ouais, parfaitement autonome. Et j'imagine qu'il y a aussi des problématiques d'énergie parce qu'il est totalement autonome. Oui. Quelle est l'autonomie en fait d'un Miroki comme ça? Alors sur sa batterie, il peut tourner pendant 4 heures. Et au bout de 4 heures, il va aller chercher une poignée dans son environnement qui est connectée au secteur. Et il va se connecter lui-même. C'est pas encore complètement prêt. On espère finir ça début de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous attendez en 2026? Qu'est-ce qui va être les grands moments en fait de l'année prochaine pour Enchanted Tools?
Oui, alors Jérôme. là, on déploie énormément. Comme je le disais, on va passer à 50. L'année prochaine, l'enjeu, c'est entre 600 et 1000 unités déployées. Alors, la particularité, c'est que cette année, on a rassemblé un réseau de partenaires distributeurs un peu partout dans le monde. On a 130 communications avec ces distributeurs, types de distributeurs différents. Il y en a 13 qui sont contractualisés. Et bientôt, on a dans les bacs 15 autres qui vont être contractualisés également. Donc ça, pour nous, c'est d'allumer la machine de combat pour aller faire que ces robots ils puissent atterrir dans tous les endroits du monde. Mais en particulier en Californie, parce que là, on a une cible très claire autour notamment de la Silver Economy. Justement, la Silver Economy, ce type de robot a toute sa place en fait. Quand on voit que voilà, les personnes âgées peuvent rester le plus longtemps possible, le plus longtemps chez eux, Exactement. ça peut être un compagnon formidable. C'est parfaitement l'enjeu. Et là, il y a des enjeux business qui sont monstrueux en fait. C'est phénoménal. En France, en 2040, on aura plus de personnes de retraités que d'actifs. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça fait peur pour la retraite, c'est Ça vrai. pose des questions de financement, ça pose des questions de care aussi, Bien comment sûr. on s'occupe d'eux. Évidemment. De nous en fait, parce que bientôt On va y passer. Hein. on va y aller. Et en Californie, pour l'exemple, il y aura plus 40% de personnes retraitées dans 5 ans. Ça fait 3 millions, environ 3 millions de nouveaux retraités dans les 5 ans qui viennent. Ils ont un problème énorme, encore plus gros que le nôtre parce que nous, on a subi la guerre. Eux, ils ont le baby-boom Eh oui. frontal. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à terme, Miroki pourrait avoir, on va dire, plusieurs systèmes qu'on pourrait nous-mêmes choisir, ou du Gemini, ou du ChatGPT. En fait, on achèterait on va dire le robot et on intégrerait après le soft qu'on veut. Comment vous imaginez la suite? Alors aujourd'hui, on est dans cet esprit-là. Il y a une version avec OpenAI, une version avec Gemini. Il y a de grosses différences entre les deux ou pas? Oui, parce qu'ils n'ont pas mis la robotique de la même manière dans leur stratégie. D'accord. Donc il y a des choses qui avancent plus vite, par exemple du côté de Gemini, comme comprendre ce que c'est qu'une occultation, comprendre où il doit se mettre si quelque chose est masqué pour pouvoir le voir. Donc ça, c'est bien géré dans Gemini, ça ne l'est pas du tout dans OpenAI. Voilà, il y a des paramètres comme ça qui font qu'il y a quand même des modèles qui vont prendre de l'avance. On espère que les Français, QTI, Mistral, vont suivre sur le domaine et on les pousse, J'imagine que vous discutez avec eux. évidemment. Et alors, c'est... Là, Mistral a lancé son activité Ouais. autour de la robotique, donc on est très Le mini actifs Mistral avec- a l'air intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi ces mini langages qui pourraient intégrer des robots justement ou des même en interne en fait, sans être Ah oui. connectés. En embarqué, ça c'est vraiment un enjeu pour nous qui est capital, Oui. parce qu'un robot ne peut pas tourner que avec du cloud. Parfois y accéder, c'est très très bien, Oui. mais la plupart du temps, parfois on n'est pas connecté ou on n'a pas envie de l'être. Donc il faut que le robot il ait une continuité d'action grâce au modèle embarqué. Et ça, c'est pas encore le cas, et on espère que ça va arriver. On voit les technologies arriver en tout cas. On va suivre de près 2026. Merci beaucoup Avec Jérôme. plaisir. Jérôme Monceau, donc directeur et fondateur de Ancient Hill Tools. Et merci à Miroki d'avoir été sur le plateau de Tech Co. Je l'adore. Je peux en avoir un chez moi ou pas encore? Pas encore, pas encore. Ah. Et même si Pas je le encore. kidnappe, Même si quoi si je le kidnappe, Tu peux essayer. mais il doit être géolocalisé, je me ferai Je vais attraper. vite te retrouver. hein. Ah, c'est ça. Zut. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Jérôme. La suite de Tech Co depuis Station F avec Miroki qui nous dit au revoir. Il nous a dit au revoir là. C'est dommage, on l'a pas pris dans la caméra, mais je sais pas si on peut le voir là. C'est un peu compliqué. Voilà, il est là. Allez, fais-nous au revoir. Au revoir. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Tech Co, la quotidienne, toujours ici à Station F à l'occasion de ce EA Pulse. Encore une start-up à découvrir. Quoique, une boîte qui a 10 ans, est-ce que c'est encore une start-up? On va poser la question à Damien Mulem qui est avec nous. Bonsoir Damien. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de 22. Oui. Alors, start-up ou pas start-up? C'est une bonne question. On se pose aussi la question, même nous, tous les jours. On reste une start-up parce qu'on a l'agilité et on aime ça, avoir de l'agilité. Mais effectivement, au bout de 10 ans, on peut être considéré comme une scale-up puisqu'on C'est est dans ça. cette tendance-là. Exactement. Vous êtes une entreprise française de deep tech qui est spécialisée dans la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. Expliquez-nous un petit peu le cheminement de 22, ce que vous faisiez il y a 10 ans et comment vous avez embrassé en fait voilà, l'IA générative et tout ça. Expliquez-nous. Bah, écoutez, au tout début, 22, on était une société de recherche appliquée.
Donc on n'avait que de l'expérience dans le monde de la vision par ordinateur, donc avec nos ingénieurs ou nos docteurs. Et notre objectif était de résoudre des problèmes. Donc si je prends un aéroport, prédire le départ des avions par exemple. On en a fait beaucoup des projets de cette manière-là. Et fort de cette expérience, on s'est retrouvé souvent au même problème. On sait faire de l'IA, on sait faire de la vision par ordinateur, on sait l'appliquer. Mais quand il faut déployer, donc c'est-à-dire pas être sur un seul cas d'usage, mais se déployer sur des centaines de caméras ou dans un certain contexte. Quand vous avez un client qui vous dit voilà, j'aimerais que vous fassiez ça, ça et ça et là, d'un coup, ça se complique. C'est ça, et on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois. Donc du coup, en 2019, donc il y a quelques années maintenant, on a décidé de mettre à profit tout notre savoir et notre connaissance qu'on avait pu appliquer avec tous nos clients à date pour en faire un produit qu'on a appelé Core, donc qui est le cœur même de toute notre intelligence, tous nos pipelines d'IA, parce qu'il n'y a pas que les modèles de détection, il y a tous les pipelines, le conditionnel, l'IA générative qui est arrivé par la suite, pour justement être capable d'offrir, pas seulement dans des cas complexes, mais dans le monde du retail, par exemple, pouvoir apporter aussi nos solutions et pouvoir répondre à leurs problématiques. Vous allez nous donner quelques exemples justement, parce que c'est assez abstrait, mais j'imagine qu'avec l'exemple, on pourra imager. Simplement pour un peu dresser votre pédigré, vous êtes lauréat du programme France 2030. Oui. Vous êtes soutenu par BPI France et de grands groupes stratégiques. Donc, enfin voilà, durant ces 10 ans, vous avez grandi. Finalement, vous êtes pris au sérieux maintenant. Et alors, les exemples. Donnez-nous quelques exemples de ce que vous faites. Un exemple concret de ce qu'on apporte aujourd'hui. Tout le monde connaît dans le monde du digital les sites web, où on est capable pour une marque, sans citer de marque directement, mais pour une marque de comprendre le parcours d'un utilisateur. Vous pouvez citer des marques, il n'y a aucun problème. En fait. Alors, je le ferai peut-être dans mon explication. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est de leur apporter la connaissance quand c'est un site web typiquement. Nous, on ne fait pas de site web, on est dans le monde physique. On utilise des caméras qui sont en place dans des magasins typiquement. Et en fait, on va reprojeter la même chose de manière complètement anonymisée et RGPD compliance, parce qu'il faut l'être aujourd'hui, c'est important pour le respect de tout le monde, d'être capable du coup de comprendre le parcours client, un temps d'attente, ou dans le monde de la logistique, parce que c'est aussi un des secteurs dans lequel on travaille, avoir des actions opérationnelles. On fait que du traitement temps réel, c'est-à-dire qu'on ne stocke jamais d'informations d'images, parce que pour être compliance, il faut respecter cette partie-là, aucune donnée personnelle. La CNIL guette. Elle guette et on a souvent échangé avec eux d'ailleurs, et je pense que c'est important quand il y a des législations en cours ou des régulations d'en avoir conscience et de savoir les appliquer, parce que ça rassure aussi tout le monde, nous en tant qu'individus et aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc vous arrivez à gérer les foules en quelque sorte, ou en tout cas le trafic d'un magasin, mais ok, mais pourquoi faire en fait quelles sont les problématiques des magasins qui font appel à vos services? La problématique, elle peut être en termes de ressources. Ça nous est tous arrivé d'aller dans un magasin, d'avoir une rupture de stock qu'on ne voit pas, ou pas assez de personnes pour nous accueillir ou nous répondre. Donc l'objectif de toutes les marques avec qui on travaille, c'est vraiment d'optimiser leur flux, de comprendre déjà quand viennent les gens, combien de temps ils peuvent passer en magasin, est-ce qu'ils ont plus d'intérêt dans certaines zones de magasin, ou s'ils ont changé leur merchandising, de voir si ça a eu un impact. Et grâce à ça, ils ont des données opérationnelles temps réel, et ils peuvent du coup appliquer assez rapidement, à savoir à quel moment ils ont besoin soit de plus de ressources, moins de ressources, ou en tout cas de les localiser aux meilleurs endroits. C'est-à-dire que vous pouvez détecter par exemple qu'il y a trop de monde à la caisse et que c'est ça. Enfin voilà, je veux dire, il faudra après essayer de régler ce problème à des moments bien précis. Oui, et un cas comme la caisse, aujourd'hui, à part si un humain regarde qu'il y a du monde à la caisse, c'est compliqué. Quelqu'un qui a la caisse, qui a la tête dans son travail, il ne voit pas qu'il y a 12 personnes. Donc nous, on va automatiser cette partie-là, donner l'information à un opérationnel, ça peut être un manager, qui lui prend la décision. Attention, il y a 50 personnes qui attendent. C'est exactement ça. Des caisses. C'est exactement ça. Donc partout où on peut avoir un impact, les aider dans leur quotidien, déjà à comprendre, de pouvoir extraire, parce que la plupart des systèmes aujourd'hui en place dans des magasins, donc des capteurs standards, on va dire, qui vont compter, ne vont pas faire la distinction des vendeurs, ne vont pas enlever les enfants dans ces conditions-là. Donc on va être capable, nous, d'avoir une finesse de données qui est aussi très encourageante pour eux et utilisable. J'imagine que pour les magasins, il y a aussi un problème de sécurité. Le vol, des choses comme ça. Vous êtes sur ce marché-là ou vous n'y touchez pas? Alors, on n'y touche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas demain. Mais après, il y a d'autres boîtes qui s'en chargent. C'est ça. Il y a d'autres entreprises qui le font. Et nous, on ne veut pas avoir un impact ou cibler un individu. Nous, on essaie d'avoir de l'information, je vais dire, de masse. On se rapproche presque du big data à un certain moment, puisqu'on n'utilise pas les images, nous. On utilise les données extraites de toutes ces images qu'on analyse
pour en donner des informations. Et on ne veut pas aujourd'hui, en tant que 22, cibler un individu et dire « regardez, c'est lui qui a une action ». On préfère analyser des comportements et voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour minimiser cette approche-là, plutôt que d'essayer de faire réprimander les personnes. Ok. C'est intéressant, votre vision. Il y a une éthique aussi dans ce que vous faites. Complètement. J'ai l'impression. Complètement. On se pose toujours la question, donc notre plateforme, elle est privacy by design. Oui. C'est un beau terme dans le monde du logiciel, mais elle a du sens parce qu'effectivement, dans l'utilisation de notre plateforme, il y a des choses qu'on s'interdit par éthique et qu'on recommande à nos clients. C'est pour ça qu'il y a certaines fonctionnalités de notre plateforme où on accompagne toujours nos clients pour être sûr que c'est utilisé de la bonne manière. Et alors, vous récupérez quoi? Des données des caméras? On parle aussi beaucoup de lidar aujourd'hui, qui pourrait être un petit peu le bon produit, parce que finalement, ça ne filme pas, mais ça détecte les mouvements, les choses comme ça. Vous vous intéressez à tout ça? Alors, on est concentré, nous, sur la vision par ordinateur, donc les caméras principalement, l'image. Ils sont déjà installés en plus. Qui sont déjà installés. Et quand ça a été un de nos constats quand on a fait notre entreprise il y a 10 ans, c'est qu'il y a des milliards de capteurs dans le monde qui sont utilisés principalement que pour la sécurité. Oui. Donc il n'y a pas de rentabilité sur ces systèmes-là. Donc comment on pouvait optimiser ces capteurs déjà en place? Les lidars sont des très bons systèmes et parfois même, et on travaille avec certaines entreprises qui ont des lidars, pour justement être capable de confronter des informations. Parce qu'un lidar, il y a des informations qu'il ne va pas avoir. Et à l'inverse, il y a peut-être des informations que le lidar va avoir. Oui, c'est un double check en fait. Exactement. J'aime beaucoup l'analogie de l'être humain. Quand on a la vision, je vais dire, tiens, cette table, elle est en verre, ça doit être un beau système. Et quand je touche, ah non, c'est du plastique, typiquement. Donc le fait d'avoir des consensus... C'est pas pourtant qu'elle est pas belle, attention. Elle est très belle. Ne vous moquez pas de notre Mais table. le fait d'avoir des consensus de validation, en IA de manière générale, ou Bien même sûr. nous en tant qu'humains, ou sur nos capteurs, je veux dire, sensoriels humains, ça a toujours un impact. Donc on aime confronter ces données-là. Et même dans le monde du retail, typiquement, on croise des données toujours avec eux. C'est-à-dire que s'ils ont des données estimées de nombre de transactions par jour, on va les confronter aux calculs qu'on a fait pour justement se rapprocher des chiffres les plus pertinents. On a pris l'exemple des magasins. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios où vous êtes pertinent? Vous parliez tout à l'heure des aéroports, mais le fait de checker comme ça les foules, ça a du sens, non? Alors ça a du sens, sachant que, je veux dire en termes de sûreté, pas de sécurité, de sûreté, c'est un peu mélangé. Comprendre le flux de mouvement, et comprendre combien de personnes à un instant T dans un endroit a des très forts enjeux. Parce que parfois, il y a des seuils de sécurité où une zone ne peut pas dépasser 1000 personnes. Dans certains cas, ils devraient faire évacuer les lieux. Bien sûr. Donc, avoir ces Et ça, informations... il n'y a pas quelqu'un qui est en train de compter les gens un par un. C'est difficile. C'est difficile. Ce serait possible, mais je pense que ce serait difficile à maintenir en tout cas. Donc effectivement, on a ces enjeux-là de compréhension des flux pour permettre justement à savoir est-ce qu'on doit optimiser, est-ce qu'on doit gérer d'autres flux et ainsi de suite pour les aéroports typiquement, puisqu'on travaille avec certains aéroports, mais des endroits de type des salles de concert ou des salles d'événements, on a aussi des clients dans ces domaines-là et les problématiques se ressemblent souvent. On a à la fois entre le retail comprendre un passage, ici typiquement on aurait pu comprendre où les gens stationnent le plus. Quand je dis stationner, c'est plus dans une certaine zone. Ou sur quel stand, par exemple. Exactement. Et ouais. Ça peut avoir de la valeur, en fait. Ça a de la valeur. Et on travaille aussi avec des centres commerciaux, typiquement. Et eux, ça va être comprendre justement le flux de mouvement. Est-ce qu'ils vont garantir à un magasin le nombre de passages qu'ils avaient estimé à cet endroit? S'ils ouvrent un pop-up store au milieu, est-ce que du coup, il y a un intérêt? Quel est l'impact de cette nouvelle animation? Parce que tout a un rapport avec le Mais ROI. même dans les parcs d'attractions, il faudrait que vous alliez voir les Astérix, les Disney. Ça a du sens, en fait. Ça a du sens. La complexité, quand on faisait de la recherche appliquée, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de déploiement. On a fait notre produit. Et après, c'est l'intégration. Parce qu'on est encore dans un monde où l'IA, même si ça existe depuis plusieurs décennies, l'acceptation de tout le monde et le mettre dans les processus de grandes entreprises est toujours un peu long. Compliqué, long plus que compliqué, parce que quand on s'entend tous, techniquement, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle 22. Merci beaucoup Damien Mulhem d'être passé par le plateau de Tech & Co ici à Station F. Vous en êtes le cofondateur. Merci. Merci. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Tech & Co, la quotidienne, ici à Station F. À l'occasion de les Apples, on va terminer cette émission avec Earcam Amplify. Vous allez voir, c'est une boîte incroyable qui met le son et la musique au cœur en fait de sa raison d'être. On va en parler avec Nathalie Birochot. Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Vous êtes PDG d'IRCAM Amplify. IRCAM, un mot sur cette institution. IRCAM, un mot, un laboratoire extraordinaire qui est reconnu mondialement et qui regroupe plus de 100 chercheurs experts sur le son et la musique. Donc c'est un endroit incroyable. L'acoustique aussi. L'acoustique, en fait, c'est la science et la création autour du son et de la musique. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. 2020, IRCAM crée IRCAM Amplify, Exactement. dont vous êtes la PDG. Voilà, j'ai cofondé cette société en 2019 même. 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Et nous sommes effectivement très, très heureux de cette aventure depuis. Et IRCAM Amplify, c'est une société commerciale qui a pour mission d'enrichir et de protéger la création audio de demain. Donc c'est assez vaste, on peut en parler. Alors justement, qu'est-ce que vous faites avant de rentrer dans le détail de votre outil justement qui détecte l'IA dans la musique? Quels sont vos autres travaux dont vous êtes fiers? Alors, notre mission... Un ou deux, hein, pas tous. Oui, non, mais là, non, je sais qu'on a quelques minutes, donc je vais être efficace. On a vraiment une mission de protection et d'enrichissement de la création audio de demain. Donc, on déploie et on développe des solutions technologiques à forte valeur ajoutée et de l'intelligence audio au service de l'industrie musicale et au service du marché de l'expérience. Alors, ça va de créer des expériences sonores pour les marques, pour développer, diffuser et mettre en valeur un produit, par exemple. On a en ce moment un magnifique spectacle sonore et visuel pour la vitrine du magasin de Dior, avenue Montaigne, que je vous encourage à aller voir si vous avez des enfants. C'est merveilleux, c'est Noël, c'est beau, ça brille. On a travaillé Là, aussi vous avez avec travaillé le son, c'est ça? C'est l'expérience sonore, donc c'est Ok. vraiment... C'est quoi? C'est de la spatialisation, Voilà, la 3D? c'est à la fois le contenu, la manière dont il est D'accord. diffusé et reçu dans le cerveau de tous ces spectateurs qui vont regarder ça avec des étoiles dans les yeux. On a fait la même chose pour Lacoste sur les Champs-Élysées. Donc tout ça, c'est la période de Noël, c'est magique, on adore. Et on est aussi du côté des créateurs et de l'industrie musicale dans cet écosystème pour être un tiers de confiance et apporter des solutions neutres qui vont pouvoir les aider à se protéger Ouais. face à... Grâce l'IA. Voilà. face à l'intelligence artificielle, d'où votre présence ici, Bien sûr. à l'AI Pulse. Quel est votre rôle ici, en fait? Vous Dans présentez l'événement ce que vous faites dans cet événement, hein. Dans cet événement, alors j'ai un panel juste après Ouais. sur le sujet de l'intelligence artificielle dans la musique que je vais avoir plaisir à animer. Eh ben, vous allez vous entraîner pendant cette interview. Voilà, comme ça, on y va. vous serez prête. Merci. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. On voit que le cauchemar en fait des labels et des studios, c'est l'arrivée de l'IA qui est non gérée en quelque sorte. Même si on voit que les grands labels commencent véritablement à passer des accords. Vous avez sans doute suivi, hein, c'était dans l'actualité récente, Universal notamment, etc., etc. Et vous avez développé un outil qui permet de détecter si ce qu'on écoute est issu de l'IA, c'est ça? C'est ça. C'est un outil qui sert à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, c'est à la fois utilisé par des plateformes de streaming, par des distributeurs, Ouais. par des labels, par des sociétés de gestion collective. Alors, ils ont tous des enjeux différents, mais ils ont besoin de clarté. Aujourd'hui, ils ont besoin de clarté. On est dans un moment où la confiance s'effrite, où il y a ces contenus qui sont de plus en plus difficiles à qualifier, où ce secteur de la musique manque de transparence. Donc les origines sont opaques, les volumes explosent, les artistes sont effrayés. Voilà, donc il y a vraiment... Oui, c'est un peu la pagaille. C'est un peu un moment De questionnement, pour rester poli. et de refondement des modèles, puisque de toute façon l'intelligence artificielle est parmi nous et c'est une opportunité formidable. 87% des artistes l'utilisent déjà dans leur production. C'est une étude Lander qui vient de sortir. C'est On sait grâce impressionnant, à hein. Deezer, qui a son propre outil de détection d'IA qui n'est pas le nôtre, que 34% des contenus sur Deezer sont déjà de l'intelligence artificielle à 100%. Donc on voit bien les volumes qui sont représentés par cette nouvelle technologie. Donc c'est là, c'est présent. Et donc il faut faire quelque chose. Et nous, on se positionne comme un acteur de confiance, ce qu'on appelle un tiers de confiance, Oui. pour fournir une technologie neutre, impartiale, qui permet de qualifier les contenus. Donc, Qui permet de dire, oui, à 100%, on est sûr que ça a été généré par tel ou tel moteur d'intelligence artificielle. on vous donne une chanson et vous allez me dire si elle est humaine, si elle a été faite par des humains ou si elle a été faite par de l'IA, c'est ça? Voilà, exactement. Si elle a été faite par un humain, si on en est sûr, si elle a été faite par une IA, par quel moteur, et à combien de taux de confiance on pense qu'elle a été produite par ce moteur. Et demain, on aura de plus en plus d'informations et de ce qu'on appelle en anglais, de music intelligence associée à un audio
pour pouvoir aller de plus en plus en profondeur dans la maîtrise des catalogues et des flux en fait, qui transitent sur ces grandes autoroutes de la musique. Parce que le problème, c'est les droits d'auteur. On est d'accord. L'enjeu, c'est ça qui cristallise et qui crispe tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, grâce à Suno ou d'autres outils, on arrive à faire des chansons qui ressemblent à tel artiste. Et la frontière est ténue entre l'œuvre originale générée par une IA et l'inspiration que cette IA a pu prendre de tel ou tel artiste. C'est ça le souci. Alors ça c'est un sujet, c'est un sujet important. Aujourd'hui effectivement les contenus générés par ces plateformes d'IA ne permettent pas de fournir cette information sur la provenance des datasets. C'est un sujet à part entière. L'outil qu'on déploie aujourd'hui sur le marché ne répond pas à cette question-là. À ce stade, c'est vraiment juste un outil qui dit, enfin juste, pas dans le sens c'est pas important, mais c'est un autre problème. Oui. C'est un outil qui dit oui ou non, ça a été généré par un outil d'IA. Ça permet Parce de qualifier... qu'il y en a qui trichent. Ça triche en fait ou pas? Alors l'enjeu c'est quoi? C'est pour les plateformes de streaming de pouvoir faire le tri, pour pouvoir potentiellement établir des nouvelles règles du type si c'est 100% généré par IA, je n'en veux pas sur ma plateforme. Pour protéger aussi l'auditeur par rapport à la qualité et la découvrabilité des contenus. Sauf que je vous coupe, Nathalie. Oui, parfois, il y a plaisir. des chansons générées par l'IA qui sont excellentes. Mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à un degré d'excellence sur certains titres. Vous avez suivi sans doute cette chanson Country qui est arrivée numéro 1 des charts aux États-Unis, qui a été générée par l'IA. Mais en fait, le sujet n'est pas là. Nous, on prendra jamais parti. C'est le fait de le dire. L'intelligence artificielle, c'est excellent. C'est très bien, il faut que ça existe. Après, la question c'est est-ce que l'auditeur qui est sur une plateforme de streaming a envie de savoir? Oui, les études montrent que les gens ont envie de savoir ce qu'ils écoutent. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est pas de l'IA? Et deuxièmement, est-ce que les artistes qui produisent de la musique sont correctement rémunérés pour leur travail en tant qu'artistes dans la chaîne de valeur de la musique? Donc c'est plus des questions de monétisation et de reversion correcte aux artistes humains, de protection du droit d'auteur, et ça c'est un enjeu pour les sociétés de gestion collective et les sociétés de publishing, qui n'ont certainement pas envie de couvrir et de protéger des œuvres qui ne seraient pas copyrightables, pardon pour l'anglicisme. Et pour les distributeurs et les plateformes de streaming, c'est de protéger à la fois la qualité de leurs services, soit pour les artistes, soit pour les auditeurs, et de privilégier des expériences de qualité. Donc on a tous envie quand même que les contenus restent de qualité et découvrables. Voilà, vous avez un rôle très important qu'on suit bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Birochot, donc PDG d'IRCAM Amplify, pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne depuis Station F, à cet excellent événement. Et iPulse, on était très heureux d'être là. Le replay et le podcast qui vous attend dans quelques minutes. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.